Ils sont tous capables de nous aider à certains niveaux. Que ça soit n'importe quelle essence d'arbre, ils ont un enseignement spécifique et ils ont quelque chose, une force, j'ai envie de dire, une expression, chacune différente. Mon amie s'en va un moment, donc du coup j'étais toute seule, je me mets à communiquer avec son chat qui avait bien envie de communiquer, et puis je lui dis, est-ce que tu veux que je dise quelque chose à ton maître? Ouais, j'aimerais bien manger autre chose que des croquettes. Mon ami revient, je lui dis, tu lui donnes quoi à manger à ton chat? Il me fait, oh là, moi je m'embête pas, je lui donne que des croquettes. Bonjour pour ce numéro de Terrestre Extra, une invitée que j'ai déjà rencontrée une première fois lors d'une conférence sur la communication avec le vivant, avec les plantes, avec les arbres. Je veux parler d'Anne-Rose Clémençon, que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Bonjour. Anne-Rose. Voilà, on va aller essayer d'aller plus loin, donc on va quand même recommencer, faire un tour d'horizon rapide sur les facultés, ce qu'enseigne Anne-Rose Clémençon et ce qu'elle cherche à transmettre aussi à travers ses enseignements, ses conférences. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas vu la toute première interview, eh bien le lien sera présent dans la description. Alors Anne-Rose, tu nous as ramené ici des recueils que tu as fait au niveau de la communication tu communiques qu'avec les arbres? Non, pas qu'avec les arbres, mais à ce moment-là, c'était qu'avec les arbres. Donc, du coup, les arbres m'ont demandé d'écrire pour eux, parce qu'ils avaient des enseignements à transmettre. Tu es devenue leur plume, alors? Voilà, je suis devenue leur plume. Ça se passe, disons que maintenant, je le fais plus vraiment, parce que j'en ai écrit beaucoup déjà. Mais sinon, au début, je me mettais au pied d'un arbre, et puis je respirais avec lui, je me laissais aller, et puis d'un coup, ça me venait. Et là, j'écrivais. Alors, comme j'ai commencé ça au mois de novembre, j'avais assez froid. C'était assez particulier. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais t'as pas besoin d'être dehors pour écrire. Si tu te mets à ton bureau, ça viendra pareil. C'est sympa de te le dire après, hein. Oui, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas entendu. Parce que c'était quand même assez nouveau pour moi. Hein. Et quand je me suis mis à mon bureau, effectivement, ça a coulé de source. Il suffisait que je pense à l'arbre, à son essence, et tout coulait, en fait. Donc, on rappelle bien que si tu as procédé de cette manière, si tu as pu te le permettre, c'est que il faut préciser qu'on n'est pas forcément près de l'arbre pour communiquer avec lui. Une fois qu'on a fait connaissance, je parle. Hein. Oui, et puis ensuite, je me suis aperçue que même des arbres que je connaissais pas, je pouvais communiquer avec eux. Il y a des personnes qui m'ont parlé d'arbres qui étaient chez elles et qui avaient des soucis avec ces arbres-là, qui m'ont demandé ce qui se passait, si je pouvais me connecter à eux et leur donner des informations. Donc au début, j'en savais rien si je pouvais, et puis du coup, j'ai essayé et j'ai été très surprise. Et les personnes elles-mêmes de voir qu'il y avait des informations, et en plus des informations justes, parce que du coup, je leur parlais de l'environnement, je leur parlais de parce que je ressentais ce qui pouvait se passer autour qui gênait. Je me rappelle une fois, il y avait un monsieur qui me parlait d'un catalpa qu'il avait chez lui et qui pour lui dépérissait. Et moi, ce que je sentais, c'est qu'il y avait un voisinage perturbant. C'est-à-dire comme s'il avait des voisins avec qui il avait des problèmes. Donc, je lui ai posé la question, vous avez des voisins par rapport à ce que je ressentais? Et il me dit, oulala, les voisins, c'est un gros problème, etc. Et en fait, l'arbre dépérissait parce qu'il prenait sur lui, enfin c'est ce que l'arbre m'a dit, hein, qu'il prenait sur lui une des parties des problèmes pour protéger la famille, en fait. Une sorte un peu comme les sorcières dans le temps, qui avaient un chaudron et un chat qui prenaient tous les retours des sortilèges de la même manière. Donc le chat était un peu abîmé, il prenait tous les retours. Donc l'arbre nous protège des ondes négatives entre guillemets et absorbe un peu les colères de l'environnement. En tous les cas, j'ai vu qu'il pouvait avoir ce rôle-là, et notamment vous savez, on a nos animaux domestiques, et finalement, les arbres qu'on plante chez nous, qui vivent dans notre proximité, c'est aussi nos arbres domestiques quelque part. Donc, il y a un lien qui est peut-être plus fort. Alors, bien entendu, je parle de ce que je ressens. Après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, j'ai été surprise plein de fois de pouvoir raconter des choses à des personnes, et ça s'est reproduit beaucoup de fois, et c'était apparemment, ça tombait dans le mille, quoi.
Alors, tout à l'heure, on a dit que tu es devenu leur plume, la plume des arbres. Pourquoi les arbres t'ont demandé d'écrire pour eux parce qu'ils n'ont pas d'organe vocal pour communiquer avec nous, et donc ils passent par ton canal. Ils ont tant de choses à dire que ça. Alors, pourquoi? C'est vrai que j'ai même pas pensé de leur demander. Comment dire? Ça s'est passé en plusieurs temps. Parce que ça faisait un petit moment que je voyais qu'il se passait des choses fortes avec les arbres, qui me parlaient, qui m'aidaient, qui m'aidaient dans mon évolution, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a dit « écris pour nous ». Et parce que ça, il faut que d'autres le sachent. Et puis la première fois qu'ils me l'ont dit, moi, ça m'a fait pleurer. J'ai dit « est-ce que je vais écrire ?» Ça me faisait beaucoup d'émotions parce que j'avais l'impression... qui me demandait un truc que moi j'avais jamais écrit de ma vie, et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais raconter? Ça te paraissait insurmontable? Pas insurmontable, mais bizarre. Je sais pas comment dire, mais ça me faisait beaucoup d'émotions et ça me faisait pleurer parce que ils m'ont demandé 3 fois avant que je commence à essayer. Et à chaque fois, ça a été un arbre différent qui m'a demandé. Et à des moments où je n'y pensais pas, c'est-à-dire moi j'étais vers mon arbre, je faisais ce que j'avais à faire avec lui, et puis d'un coup ça venait très fort. Donc j'ai fini par essayer, par m'y mettre. Alors là, on voit 3 recueils. Tu les appelles comme ça, des recueils plutôt? Oui. Donc là pour l'instant, tu en es à 3. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que tu comptes en faire? Est-ce qu'ils t'ont demandé plus que ça en termes d'écriture? Alors pour l'instant, non. Non. Donc pour l'instant ça suffit. Et au niveau de leur contenu, leurs messages principaux, quel est leur contenu? Est-ce que ce sont des phrases plutôt, en fait, des pensées philosophiques pour nous aider dans notre quotidien, des choses qu'ils ont sur le cœur, peut-être dire arrêtez de nous transformer en chaises, en meubles. J'en sais rien, je parle en entier, vraiment total. Hein. Donc je peux dire des choses des fois qui peuvent pas te sembler bizarres, mais parce que faut que je le dise, je ne les ai pas lus. Quelle est la teneur de l'information dans ces recueils? Alors déjà, j'ai entendu que tu parlais d'être meuble, tout ça. Les arbres, ils savent très très bien pourquoi ils sont là. Pour eux, c'est pas un souci. Ils savent quel est leur rôle et ils l'acceptent totalement. C'est difficile pour nous en tant qu'humains parce qu'on a un gros émotionnel à concevoir ça. Mais pour eux, ils sont complètement dans l'abandon parce qu'ils ont conscience, peut-être beaucoup plus que nous, de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Donc la deuxième chose, c'est que ce qu'ils nous demandent, c'est plutôt d'être plus en conscience avec eux. Ils trouvent dommage qu'on ne puisse pas les remercier, leur parler, leur dire au revoir. C'est un souhait de leur part, ça, de vouloir qu'on communique plus, qu'il y ait plus d'humains qui communiquent avec eux. Qu'on soit plus en conscience avec eux, même si on les entend pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de couper un arbre dans son jardin ou de couper une branche, on peut tout à fait parler à son arbre, qu'on parle intérieurement ou qu'on lui parle vocalement, ça n'a pas d'importance. Hein. Il va entendre de la même façon. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus facile pour lui parce qu'il y aura ce lien. Il y a un lien qui existe qui existe entre tous les êtres. Et donc, ça va être... ils aimeraient qu'il y ait ça. Ça, ils me l'ont dit plusieurs fois. Donc, je pense que c'est important pour eux. C'est vrai que c'est une drôle de conception. On se retrouve dans une vision du vivant qui est totalement différente. Il semblerait que pour eux, leur propre finitude n'ait pas autant d'importance que nous, comme on la conçoit. Tu le disais tout à l'heure, ils n'ont aucun problème sur l'utilisation qu'on a d'eux. J'aimerais juste revenir, maintenant qu'on a vu, on va en reparler un peu plus du contenu, mais tu parlais tout à l'heure d'une protection d'arbres qui est là pour prendre en fait toutes les énergies négatives, un peu comme une éponge, tu vois, par rapport aux voisins, tu parlais de ça. Est-ce qu'il y a un type d'arbre en particulier qui va plus jouer le rôle d'éponge qu'autre chose? Par exemple, le chêne ou le noyer, est-ce qu'il y a un type d'arbre par rapport à une fonction particulière? Est-ce que des arbres sont plus faits pour faciliter la communication, pour faciliter le côté j'absorbe l'énergie? Est-ce qu'il y a comme ça Alors, en fait, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Chacun a une essence particulière, a un rôle particulier, mais dans le général, on va dire, ils sont tous capables de nous aider à certains niveaux.
que ça soit n'importe quelle essence d'arbre, mais par contre, ils ont tous quelque chose de spécifique. Ils ont un enseignement spécifique et ils ont quelque chose, une force, j'ai envie de dire, une expression, chacune différente. Et même dans une même espèce, par exemple, dans une forêt de chênes, chaque chêne va avoir une certaine individualité par rapport à l'autre. Et ils vont pas être tout à fait pareils quand même si l'essence du chêne va toujours être la même fondamentalement. Donc, puisqu'on parle de l'essence du chêne, le chêne, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il représentait un petit peu le masculin sacré, on pourrait dire. Donc, pour lui, le chêne, c'est la force tranquille, c'est le courage, c'est la vaillance, c'est ce côté masculin, toute l'action, je sais pas encore, toutes les qualités du masculin. Ouais, c'est des spécificités propres au chêne. Voilà. Ce genre de choses, tu le décris dans tes recueils. Oui. Par exemple, pour le frêne, etc. Tu expliques leur faculté naturelle, on va dire, qu'ils ont. Alors, chacun. je tiens à redire que c'est pas moi qui explique. Moi, j'ai juste écrit ce qui m'a été transmis. D'accord. Oui, oui. Je n'aurais jamais eu idée d'écrire tout ça. Hein. C'est vraiment, ça s'est vraiment fait. Les mots m'arrivaient, même des fois ça écrivait très très vite, j'avais même des fois du mal à suivre, et chaque arbre m'a expliqué son type d'individualité, ce qu'il habite lui, comme nous on a chacun un talent, eux ils ont chacun aussi un talent et un rôle aussi. Un rôle. Alors on va essayer d'élargir aussi ce champ, parce que quand on dit que tu communiques avec les arbres, sois honnête, c'est pas qu'avec les arbres, Anne-Rose. Si tu communiques avec les arbres, tu communiques avec d'autres choses aussi. Maintenant, d'autres vivants. Oui, maintenant, oui. Alors, après les arbres, je me suis mis à communiquer avec les fleurs. Oui. Parce que j'avais une amie à l'époque qui faisait des élixirs de Bach. Donc, elle m'a emmenée, elle m'a dit, toi qui communiques avec les arbres, je vais te montrer ce que c'est. Viens voir les fleurs, quoi. On va voir ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai reçu le message de la même façon. Alors, les fleurs, c'est un tout petit peu plus subtil, c'est plus subtil que l'arbre, ça a un côté peut-être, je pourrais dire, plus féminin. Et donc du coup, je me suis mis à faire plein d'élixirs et j'en ai fait plus d'une centaine. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire l'élixir, c'est d'avoir le message. Mais je sais pas pourquoi, c'est par l'élixir que je reçois le mieux le message. Ensuite, j'ai essayé avec les pierres. Donc, avec les pierres, ça marche très bien aussi. Je le fais moins avec les pierres, mais j'ai vu donc que avec le minéral, tu communiques avec aussi. le minéral, avec les animaux aussi. J'ai fait plein d'expériences. Je le fais moins. C'est plus difficile parce que les animaux, ils ont quand même, il faut qu'ils soient disponibles. Oui. Ils ont quand même aussi, comment dire. Ils ont peut-être plus de mental. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais je vois tout de suite un animal, s'il a envie ou s'il n'a pas envie. Et s'il n'est pas disponible, s'il est en train de manger, c'est même pas la peine, ça l'intéresse pas. Ça va grogner pour la gamelle. T'approches pas. Oui, pas forcément. Je parle des vaches ou des chevaux parce que j'ai la chance d'habiter en nature, donc il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des vaches, il y a des chevaux. Bon, il y a quelques chiens, tous les chiens du voisinage, je communique avec. Et les chats aussi, d'ailleurs. Donc c'est intéressant parce que je me rappelle une fois, je partais de chez moi et puis je passais le long d'une maison, et c'est une maison qui a 2 portails. Au premier portail, il y avait un chien. Et j'avais jamais vu ce chien, donc je m'arrête, et puis je lui dis bonjour, et puis je lui demande, je parle intérieurement quand je parle avec l'animal, et je lui dis, je te connais pas, il y a longtemps que tu es dans cette maison. Et là, j'entends, non, je suis juste de passage. Bon, voilà, c'est tout. Je continue, et j'arrive au portail d'après, et là, il y avait le propriétaire de la maison. Et il avait ouvert son portail, puis il regardait partout, il me dit, oh là là, vous avez pas vu un chien? Puis il me décrit le chien. Je lui dis, ah, mais vous parlez du chien qui est chez vous, vers l'autre portail. Je l'ai vu, il est vers l'autre portail. Il me fait, ah bon, il est à l'intérieur? Il me fait, oh là là, faut pas que je le perde parce qu'il est juste de passage. Et en plus, il me dit exactement le même mot. Donc, ça m'a permis... T'as eu donc confirmation à ce moment-là. Voilà. Que l'animal, bon, c'était pas ton mental qui te jouait des tours, mais bien l'animal qui t'avait donné une information exacte. Mais en plus, ça s'est produit plein de fois. Je me rappelle de chats d'un ami. Mon ami s'en va un moment, donc du coup, j'étais toute seule. Je me mets à communiquer avec son chat qui avait bien envie de communiquer. Et puis, je lui dis, est-ce que tu veux que je dise quelque chose à ton maître? Et puis, il me dit, ouais, j'aimerais bien manger autre chose que des croquettes. Puis il m'a dit 2-3 autres trucs, mais je me rappelle pas de tout. Mais il y avait ça qui est resté. Et quand mon ami revient, je lui dis, tu lui donnes quoi à manger à ton chat? Il me fait, oh là, moi je m'embête pas, je lui donne que des croquettes. Donc je lui dis, je crois qu'il aimerait bien manger un petit peu d'autres choses plus variées. Donc preuve que là, tu as transformé ce chat qui était adorable en chat tyran, parce qu'il a été à réclamer des mets un peu plus sophistiqués.
Les chats, moi j'ai eu des chats, ça aime quand même bien manger une nourriture un peu variée par rapport au chien qui peut manger toujours la même chose. Qui est moins délicat, oui. Oui. En effet. Alors, moi, ce que je vois, ce qui me saute aux yeux tout de suite et aux oreilles aussi, c'est cette faculté de temporalité. Parce que les arbres peuvent être millénaires. Les fleurs ont un passage beaucoup plus court. Si on part de l'arbre, par exemple, qui lui peut vivre 2 ou 3 000 ans, par exemple, est-ce que ces messages sont plus sages que la fleur qui va paraître que quelques semaines dans une vie ou une saison seulement? Est-ce que les messages sont moins profonds? Est-ce que tu détectes ça ou pas? Est-ce qu'il y a une différenciation? Non, les messages des arbres et des fleurs sont très très sages. Il y a beaucoup de sagesse dans leur... Malgré leur différence de temporalité, on va dire, d'existence. Un arbre, ça, il entend. Je dirais juste que je ressens que la fleur, enfin c'est ce que je ressens moi, hein, il y a quelque chose qui est peut-être légèrement plus fin, légèrement plus subtil. Donc j'aurais envie de dire que l'arbre est peut-être un petit peu plus masculin et la fleur un petit peu plus féminine dans ce que je ressens quand je communique avec eux. Mais par exemple, si je communique avec une fleur de châtaignier, elle va me raconter globalement la même chose que l'arbre lui-même. Donc ça se ressemble. Même s'il y a des subtilités. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans cette... Je suis un peu comme quelqu'un qui va investiguer là. Hein. Je vais aller au fond des choses. Les arbres sont des entités qui ont donc... J'en déduis qu'ils ont une âme, que tout a une âme, même le minéral. Donc, lorsqu'on coupe un arbre, il meurt. Oui. Et son âme s'en va dans l'autre monde, comme nous, comme nos chers disparus, comme nos animaux aussi, et on peut communiquer avec eux à travers l'au-delà. Est-ce qu'on peut communiquer avec un arbre qui n'est plus présent? Parce que ça a dû t'arriver de communiquer avec une fleur ou un arbre, d'arriver quelques semaines après, et puis t'apercevoir finalement qu'il a été abattu. Je pense que tu dois avoir une profonde tristesse à ce moment-là, et est-ce que t'as pas été curieuse de dire, j'aimerais savoir s'il est bien là où il est? J'ai pas cette curiosité-là dans le sens que je sais qu'il est bien là où il est. Tu te poses pas la question. Donc du coup, je me pose pas la question. Par contre, il m'est arrivé quelque chose il y a pas très longtemps. Alors ça m'est déjà arrivé de trouver des amis arbres qui avaient été coupés d'une fois à l'autre. Et déjà, je pense que ça t'affecte quand ça t'arrive. Oui, en même temps, je sais que c'est la vie, mais bien sûr, quand on a communiqué pendant plein de fois avec un arbre qui nous a aidés, qui nous a beaucoup apporté, qui nous a même harmonisé, qui nous a donné, et puis à qui on a donné aussi, hein, parce que c'est un échange. Eh bien, c'est vrai. Bien sûr que ça fait de la peine, mais en même temps, c'est la vie. Ça fait partie du cycle. La vie, on sait que c'est impermanent. Ce que je veux savoir, ce qui m'intéresse moi, c'est, étant donné qu'un arbre peut vivre 1000 ans, est-ce que c'est cette longévité qui leur permet d'accepter leur propre fin plus facilement que nous? Je crois que ça n'a absolument rien à voir. Ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Je pense que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, je n'ai pas posé cette question aux arbres, mais dans ce que je peux ressentir là tout de suite quand on en parle, ça se pose pas comme ça. D'accord. Oui, ça c'est très humain en fait, ce que je viens de poser comme question. Oui, mais pour eux, ils savent dès le début pourquoi ils sont là. Et nous, ce qui nous tracasse, c'est qu'on a très très peur de la mort parce on sait pas. La plupart des humains ignorent qu'il y a quelque chose après la mort, donc les doutes. Donc voilà. Ça, oui. Donc moi, de ce que j'ai compris dans ce qu'ils m'ont expliqué, ils n'ont pas du tout cette problématique-là. Donc eux, ils s'abandonnent pleinement à la vie. Nous, on n'est pas abandonnés. Nous, on est dans le contrôle dans tout ce qu'on fait. Donc du coup, cette question de dire mais comment ils peuvent accepter qu'on les coupe ou ceci ou cela. À la limite, la question se pose même pas. Voilà. Mais on pourrait dire pourquoi nous on accepte de venir sur Terre pour vivre une guerre, pour vivre des trucs abominables. C'est pareil. On accepte parce que on vient faire l'expérience pour quelque chose de plus grand. Et les arbres font partie avec le règne végétal, comme tous les règnes, ils viennent faire une expérience aussi. Alors, quand tu parles de messages, de ce qu'ils ont à nous transmettre, comment ils peuvent nous aider, et puis tu as parlé tout à l'heure de l'échange, on peut nous aussi leur apporter, concrètement, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent et qui se disent mais que peut m'apporter un arbre? Qu'est-ce qui va m'apprendre? Comment peut-il m'aider? Et comment moi je peux l'aider aussi en échange? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais 2-3 anecdotes à nous raconter à ce sujet-là, pour que ce soit concret, aux pratiques? Alors moi, ce qu'ils m'ont apporté, ils m'ont enseigné,
ils m'ont harmonisé, ils m'ont permis, ils ont fait miroir. En fait, les arbres, ils nous font miroir à ce qui n'est pas aligné en nous, et après, ils vont nous aligner. Donc, si on veut regarder, on peut regarder. Et ça, qu'on sente ou qu'on ne sente pas, ça n'a aucune importance. Parce que moi, j'ai emmené plein de personnes en forêt qui ont vécu des moments d'émotion, des moments de guérison, alors qu'elles sentent rien. Par contre, émotionnellement, où elles ont compris des choses, il s'est passé des choses, elles ont été touchées, même si elles savent pas comment, mais il y a quelque chose qui a bougé en elles. Il y a un ressenti qu'elles ont eu, même si ce n'était pas de la communication franche. Voilà, même si elles n'ont pas la conscience de ce que l'arbre, de ce qui se passe entre l'arbre et elles. Moi, quand je vais contre un arbre, je sens tout de suite mon cœur s'ouvrir. Je sens tout de suite beaucoup d'amour qui arrive à moi. Il y a des personnes qui le sentent pas, et c'est pas grave qu'on le sente ou pas. À partir du moment où intérieurement on a l'intention d'être en lien avec l'arbre, et ben le lien se fait. Et en plus, il se fait inconsciemment, c'est-à-dire que quand on va vers un arbre qui nous attire, c'est que l'arbre, il nous a souvent bien appelés avant que nous-mêmes on pense aller vers lui. Et ça peut être sous forme de rêve aussi, par exemple. Il a pu faire connaissance avec nous dans nos rêves auparavant. C'est possible, ça. Alors, c'est peut-être possible. Moi, ça se passe pas comme ça pour moi, mais c'est tout à fait possible. C'est envisageable. Oui. Ben, cet arbre-là qu'il y a sur la photo, il est venu plusieurs fois dans mes rêves et quand j'ai fait des rêves avec lui, c'était des rêves plutôt en conscience éveillée. Et c'était fort ce qui se passait. Et après, j'étais plus la même. C'était des choses très très fortes. C'est un arbre maître. Hein. Ça, c'est un être qui est très puissant. Et donc du coup, c'est un arbre que beaucoup de gens maintenant viennent voir parce que quand on rencontre cet arbre, personne reste indifférent, même les gens qui ne ressentent rien et qui sont complètement loin de tout ça. D'où le fait que tu le nommes un arbre maître, dans le sens, cette puissance traverse même les personnes qui sont les plus carapacées contre ces sensibilités-là. Bah oui, parce que j'ai emmené plein de gens qui ne sont pas du tout sensibles aux arbres, genre des amis ou de la famille, et ils en ressortent avec quelque chose de différent. Oui, et puis ils disent il y a quelque chose de particulier. Ils savent pas quoi, ça n'a pas d'importance. Mais ça leur a fait du bien. Voilà, et puis même ils ont vu que c'était quelque chose de particulier. Quelles sont les espèces d'arbres avec lesquelles tu as le plus de facilité à communiquer? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont un peu bourrus, qui sont un peu difficiles en termes de communication? Il me semble que la dernière fois tu m'avais dit le frêne. Le frêne est particulier, non? Alors non, c'est pas qu'il est particulier, mais c'est par rapport à ce qu'il, à son essence et à ce qu'il véhicule, à son enseignement. C'est-à-dire que le frêne, c'est le pendant du chêne pour moi. Le frêne, c'est l'arbre pour moi du féminin sacré. D'accord. Donc à l'époque, je n'étais pas assez élevée en fréquence vibratoire. Donc en fait, j'arrivais pas à entrer en communication avec lui parce que dès que je me mettais à recevoir le frêne, j'étais envahie d'une grande lumière blanche très très forte et j'allais dormir pendant une demi-heure derrière. Et je pouvais pas écouter parce que ça me mettait dans un état de sommeil pas possible parce que c'était trop fort. En fait, après, il m'a expliqué qu'il était venu en 2-3 fois pour élever ma fréquence vibratoire. Et une fois que j'ai été prête, j'ai pu entendre ce qu'il avait à dire. Parce qu'il y a des fréquences, comme quand on écoute une radio, si on n'est pas sur la bonne fréquence, on ne peut pas l'entendre. Donc il faut d'abord chercher la fréquence. C'est une question de fréquence. Donc les arbres vivants, le végétal, a une fréquence beaucoup plus élevée que la nôtre. Donc il faut s'élever. C'est difficile de le faire, ça? Pourquoi on est bien quand on revient de se balader en nature? Pourquoi on a besoin de se mettre au vert? Donc, il se passe bien quelque chose. Donc, à l'époque, je me posais pas la question, mais moi, j'avais besoin d'aller tous les jours marcher un moment parce que je travaillais beaucoup devant les ordinateurs et ça me vidait. Et j'avais vu que quand j'allais me balader 1 heure, une demi-heure, je revenais, j'étais rechargée, je pouvais repartir. Donc, il se passait bien quelque chose. Et j'ai pris cette habitude-là et c'est là que j'ai, moi, vu et à un moment donné compris que la nature nous élevait notre fréquence vibratoire. Et j'ai vu aussi que quand je vais en nature, le mental se calme. Oui. Donc parce qu'en plus on marche. Et quand on marche, parce que en général on va marcher quand on va en nature, ça équilibre notre cerveau droit, cerveau gauche. Donc du coup ça nous aligne. Donc les deux hémisphères vont se mettre aussi à travailler ensemble. Donc tout est plus facile.
ça va être beaucoup plus facile pour communiquer, il faut que les deux cerveaux travaillent ensemble. Parce que nous, on a tellement l'habitude de se servir. Alors, je sais jamais lequel c'est, je crois que c'est le gauche. Oui, et puis comme c'est inversé, en plus, voilà. Ça se croise. Moi, je suis dyslexique, donc je retiendrai pas. Voilà. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'au fur et à mesure, dans ma pratique de développement intérieur, plus j'alignais et plus je laissais ces deux cerveaux travailler ensemble, plus l'ouverture se faisait à tout ce qui est subtil, à tout ce qu'on voit pas. Alors, moi, j'ai très peu l'esprit scientifique et mon approche, elle est uniquement dans l'expérience. Alors, c'est après, très souvent, bien après, que je vais écouter des choses ou que la vie va m'apporter des enseignements qui vont mettre de la compréhension qui vont permettre de démêler la chose et de dire ça fonctionne comme ça. Je le fais depuis tant d'années, mais voilà le processus. Voilà. Moi, tout ce que j'apporte, en fait, c'est des choses que j'ai vécues. Alors, mais je me posais pas la question. Mais comme je savais pas, je dis toujours que la chance que j'avais, c'est que je savais pas qu'on pouvait entrer en communication avec la nature, avec le vivant, comme tu dis. Donc, comme je le savais pas, j'avais pas d'attente, j'avais pas de volonté de le faire. Sauf communiquer. Moi, je voulais communiquer avec les guides et maîtres spirituels. Donc, je pensais pas que le reste... C'était ton objectif, ça, à la base. Oui, mais en même temps, je faisais rien pour, parce que j'avais un peu abandonné, à vrai dire. Parce que c'était quelque chose qui me faisait envie, bien sûr. Puis après, à un moment donné, je dis, moi, non, je peux pas. Donc, je me posais plus la question. Et je crois que c'est au moment où j'ai peut-être arrêté de me poser la question lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on appelle ce fameux lâcher prise. C'est-à-dire que je m'en suis plus occupée, que du coup, ça a laissé la place. Et les choses sont venues comme ça naturellement. Venues naturellement, j'ai rien fait pour, mais il y a quand même un outil qui a été catalyseur de tout ça, c'est le chant harmonique. Quand j'ai commencé le chant harmonique, très très rapidement, en quelques mois, c'est là que ça s'est ouvert, toutes ces perceptions. En quelques mois. Oui, en quelques mois. Mais le chant harmonique, c'est quand même pas tombé du ciel tout seul. Tu en as entendu parler. Comment est venue cette pratique? Est-ce que tu as fait connaissance avec quelqu'un qui te pratiquait, qui t'a dit, tiens, Rose, essaie, tu verras, c'est bien. Et puis, t'as essayé, tu t'es senti par les vibrations du chant, de ce que tu émettais à ce moment-là, un bien-être incroyable ou autre. Comment ça s'est passé? Quelle est la genèse Tu l'as pas découvert toute seule, si? Non, en fait, pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Et pourtant, j'étais prof de musique et j'enseignais notamment le chant. Donc moi, je chantais quand même beaucoup. C'est le truc le chant, c'est quand même mon truc qui m'habite depuis toute petite. Mais un jour, j'ai travaillé dans une école de musique, on nous a proposé de faire une formation pour diriger les orchestres, mais un petit peu avec quelque chose qui était un peu dans l'énergie. C'est quelqu'un qui était taoïste, d'ailleurs, qui enseignait cette façon de diriger les orchestres. Et quand on est arrivé, il a dit, écoutez, si vous voulez, on fait 2 groupes, parce qu'il y a ma femme qui est là, et ma femme, elle fait du chant. Si vous voulez, on fait un groupe qui fait chant le matin et un qui fait orchestre, puis on inverse. Oui, moi j'adore chanter, j'étais contente. Et puis... Donc, quand on est arrivé, qu'elle nous a fait chanter, elle s'est mise à nous faire des voyelles un peu bizarres. Elle nous faisait passer un par un, puis elle nous a fait je saurais pas décrire, elle nous faisait des trucs que j'avais jamais fait. En plus, elle nous faisait mettre dans une position un peu spéciale, elle nous tapait dans le dos, pas taper méchamment, mais elle nous faisait je sais pas quoi dans le dos. Et là, ça a été une grande surprise parce qu'à un moment donné, il y a une voix qui a jailli, mais une voix que je connaissais pas à l'intérieur. Ma voix a changé et je me suis mis à chanter. Et c'était, mais ce chant qui sortait de moi, ça me mettait en extase. Je me rappelle de ça. Et j'ai vu que mes collègues qui étaient là aussi, ils écoutaient. Et même ceux qui étaient en train de faire de l'orchestre en bas, ils me l'ont dit après. Ils se sont mis à écouter aussi parce qu'il paraît que c'était un peu extraordinaire, enfin, selon eux. Et puis après, on est reparti. Et moi, je savais pas ce qui s'était passé. Par contre, ce que je sais, c'est que ma voix n'a plus jamais été la même. Et quand je rencontre des personnes que j'ai pas vues depuis ce moment-là, elles me disent tous, écoute, on te reconnaît, mais on ne reconnaît pas ta voix. Donc ma voix a changé et depuis, j'ai une grande tessiture et ma voix est beaucoup plus cristalline. Maintenant, je sais qu'en fait, ma voix s'est alignée sur l'être à ce moment-là, mais je savais pas que ça existait. Et ensuite, j'ai arrêté la musique et je suis allée faire une formation de gestion hôtelière. Donc, j'ai complètement changé de métier. Donc, pendant 3-4 ans, je n'ai pas retouché à tout ça. Et après, quand j'ai été bien installée, j'ai eu envie de retrouver ce chant. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas parce que j'avais même pas demandé. J'avais même pas les coordonnées des personnes avec qui on avait fait ça. Enfin, bref. Et puis, un jour, je vais dans un petit magasin à Vienne.
et un magasin ésotérique, de librairie ésotérique, tout ça. Et puis il me dit, vous connaissez la revue Soleil Levant? Et moi je fais non, à l'époque je connaissais pas. Il me donne une revue. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai ouvert la revue. La première chose que j'ai vue, c'est un encart qui disait formation de yoga du son. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Ça m'a interpellée, yoga du son, ça m'a rappelé tout ça, ça m'a fait quelque chose. Donc du coup, je suis allée voir sur leur site, enfin bref, j'ai cherché et en fait, je suis allée essayer ce son. Mais moi, j'y allais pour le plaisir de retrouver cette extase que j'avais vécue, mais je pensais pas que ça allait m'entraîner là où ça m'a entraîné vraiment. Belle rencontre, un beau hasard. Oui, et ben là, je dirais que la vie, elle organise tout. C'est merveilleux de voir comment le mouvement de vie, c'est maintenant avec le recul que je regarde ça, parce que je dis, quand je vois maintenant où ça m'a emmené, je me dis, mais quel cadeau, quel cadeau. Et c'est là qu'on voit la magie de la vie, vraiment, qui nous emmène là où on doit aller, même si on ne sait pas où on doit aller. Et quand j'ai trouvé ce chant, je dis toujours que ça a été une révélation pour moi, et que c'est comme si j'avais trouvé la voix VOIJ, ma voix VOIX, c'est-à-dire c'est comme si j'avais toujours attendu quelque chose de ma voix, mais je savais pas quoi. Et là, j'ai dit, mais c'est ça, quoi. Donc, en fait, tu invites les personnes, à travers ta propre expérience, à ne pas hésiter à faire un saut dans l'inconnu, parce que là, c'était totalement l'inconnu pour toi. Tu ne connaissais pas, tu ne savais pas où t'allais. En tout cas, du tout. En tout cas, tu y allais. J'y allais juste, moi, pour le plaisir de faire des sons. Parce que je me rappelais ce plaisir-là. Donc, je voulais retrouver ce plaisir-là et apprendre à faire ces sons avec ces harmoniques plus... particulier, oui. Oui, plus particulier, puis les développer. Je voulais apprendre s'il y avait des techniques ou pas. Je savais pas du tout ce que c'était. Il faut bien se dire que quand on a une formation traditionnelle de prof de musique, on nous parlait absolument pas de ça. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, mais à ce moment-là, dans mon monde, ça n'existait pas. C'était quelque chose que je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, quand je t'ai rencontré la première fois, Anne-Rose, on avait discuté quelque chose de particulier sur le fait que t'étais vraiment pas ouverte du tout à ce domaine-là. T'étais quelqu'un plutôt, t'y croyais pas, quoi. On peut dire ça. Tu n'avais pas aucune prédisposition à toute cette magie que tu vis aujourd'hui au quotidien. Bien jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais vraiment dans le moule de l'éducation parentale. Je croyais que la vie, c'était comme c'était, qu'il n'y avait rien d'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je souffrais beaucoup. J'avais l'impression, je me rappelle que je me disais, il va falloir vivre pendant encore des années comme ça, avec ce mal-être à l'intérieur. C'était surtout ce mal-être que j'avais. J'avais beaucoup de souffrance intérieure. Et je me disais, ça va pas être bien drôle tout ça. Mais en même temps, j'avais été élevée chrétienne, donc ma mère avait toujours répété que le plus important dans la vie, c'était de s'aimer les uns les autres et de ne pas faire aux autres ce qu'on voulait pas qu'on nous fasse. Donc j'avais cette base-là. On nous a pas trop embêtés avec l'éducation judéo-chrétienne quand même, c'était assez cool. Mais il y avait ces bases-là et c'est tout. C'est tout, mais pour moi, il y avait les mondes subtils, ça n'existait pas. À ce moment-là, qu'on soit clair, dans ce que tu me dis, je ressens, c'est un peu comme tu subissais plus la vie que tu la vivais telle qu'elle était. Tu la subissais, c'était un poids quand même. Je la subissais, mais j'avais quand même la chance j'ai toujours eu la chance, je dirais, de faire les métiers qui me convenaient. Il y avait quand même des choses agréables, mais j'avais une souffrance intérieure qui revenait périodiquement, comme chez beaucoup de personnes. Hein. Et du coup, c'est ça, je me disais, mais quand j'étais dans ces périodes où j'étais mal, je me disais, mais se traîner ça, subir ça, et puis... voilà, à un moment donné, t'as pas douté, tu t'es pas dit, bon, en fait, je suis une maniaco-dépressive qui n'est pas encore déclarée, mais c'est pas grave, on va lutter contre, on va essayer de rentrer dans le moule et de faire en sorte que tout aille bien. C'était une lutte, en fait. Mais en fait, tout ce qui est dépression, ça n'existait même pas dans mon monde. Il n'y avait pas de problème de ce genre dans ma famille. Il n'y avait pas des gens dépressifs autour de moi, donc je savais même pas que ça existait. Et je me rends compte avec le recul que c'était pas vraiment de la dépression. Pour moi, la dépression, on n'a pas envie de faire on n'a plus rien envie de faire. Oui. Moi, c'était pas le cas. Je faisais plein de choses, c'était très dynamique. Je faisais plein de choses, vraiment. Mais par contre, à l'intérieur de moi, il y avait une souffrance. Il y avait une souffrance, et maintenant je sais, cette souffrance, c'était la souffrance de séparation, de croire que j'étais pas aimée, de croire qu'on s'en fichait de moi. Un vide. Voilà, un vide comme la plupart des gens ressentent. Et il y avait aucune raison. En plus, le problème, c'est que j'étais dans une famille, en guillemets, normale, plutôt chaleureuse. On riait quand même beaucoup, il y avait une bonne ambiance. Mes parents m'ont permis de faire ce que je voulais, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait de cette souffrance-là.
Et maintenant, je sais pourquoi il y avait cette souffrance-là. Mais en même temps, quand on se dit, à 25 ans, il y a encore peut-être 75 ans à tenir au mieux, au pire, et qu'il va falloir se traîner ce truc qui est là de temps en temps. C'était une croix que tu devais porter, que tu es lourde, quoi. Oui, voilà, je le vivais un peu comme ça, oui. D'accord. Alors, on comprend que c'est un cheminement qui s'est pas fait en un jour, hein, comme Paris d'ailleurs. C'est un chemin de vie qui a pris des années, voire des décennies. Aujourd'hui, tu es aligné, tu sais où tu vas, tu es dans cette extase on le voit dans ton sourire, dans ton visage, quand on parle avec toi, parce que tu émanes cet amour. Et c'est agréable, voilà, d'être à tes côtés. Écoute, merci, ça me touche beaucoup que tu me dises ça. Je sais pas vraiment si je sais où je vais, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que je laisse le mouvement de vie se faire à l'intérieur de moi, et ça, c'est très libérateur. C'est très libérateur parce que du coup, il n'y a pas ce souci de dire là où je vais. Ça veut pas dire que j'ai pas des projets, que j'ai pas des objectifs, mais en même temps, je laisse la vie m'emmener là où c'est juste. Bien sûr que j'ai posé des intentions d'évolution, et c'est vrai que maintenant, par exemple, ce que j'aimerais, c'est pouvoir simplement témoigner à chacun de comment avancer pour justement, oui, pour être aligné et pour sentir cet amour qui est en nous. J'ai tellement eu de vide que maintenant que ce vide est comblé, j'aimerais que tout un chacun, je souhaite à tout un chacun de pouvoir combler ce vide. Tu parlais tout à l'heure, hors caméra, on parlait de débordement. Aujourd'hui, tu débordes de cet amour, tu as envie de le distribuer, de le faire connaître, de le faire savoir. Alors, est-ce que je peux le distribuer? Je n'en sais rien, parce que chacun vit son expérience. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que on est avant ça, moi comme les autres, hein, c'est important de bien le préciser, nous sommes des ignorants, mais pas possible. Et même encore, je me sens très très ignorante parce que au quotidien, je découvre comment la vie nous aime. Je découvre ça tout le temps, tous les jours, et je me dis, avant, je sais que la plupart des gens croient qu'ils ne sont pas aimés par la vie. D'ailleurs, tout le monde dit, il faut se battre dans la vie c'est dur, etc. Et je sais que tout le monde a ça en lui. On est tous séparés de la vie. Et la vie, elle nous aime et elle veut qu'on soit heureux. Et comme on croit le contraire, du coup, on s'attire le contraire. Alors, je suis heureux que tu dises ça parce que je crois que c'est Patrick Baudin, docteur Patrick Baudin, qui est spécialiste de la respiration holotropique, qui disait la même chose, formulée autrement, mais qui rejoint ton idée. On a tous le droit inaliénable d'exister. Déjà. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que ça vient souvent de la blessure de rejet, c'est-à-dire quand la mère, la plupart du temps la mère, ou le père aussi, bien sûr, quand il arrive un enfant qui n'a pas été désiré. Donc j'ai remarqué que c'était cette blessure-là qui développait l'idée j'ai pas le droit d'exister. Par contre, c'est pas forcément vrai chez tout le monde. Mais par contre, chez tout le monde, il y a quand même l'idée plus ou moins marquée dans la vie, il faut se battre, il faut lutter, c'est pas facile. Voilà, c'est tout simplement. Et en plus, il y a chez tout le monde l'idée que la vie ne nous aime pas, mais c'est pas vu, on le voit pas. Moi, j'ai mis longtemps avant de le voir que j'avais cette idée-là. Et maintenant, je le vois, mais chez tout le monde, je le vois gros comme une maison. Et l'amour pleut tout autour de nous? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est fabuleux de savoir que tu communiques avec les arbres, avec les animaux, avec les fleurs, le végétal, le vivant. J'assimile peut-être à tort, de mon côté, cela à de la télépathie. Qu'est-ce qui t'empêche de lire dans mon esprit? Je pense que... Alors, comment dire ça? Je n'ai rien à cacher. Non. Non, simplement, je ne peux aller lire que ce que ton âme veut bien me laisser aller lire. C'est ce que je fais en consultation, en général. D'accord. Je vais me brancher sur le conscient, l'inconscient, mais en même temps... On peut parler de lecture d'âme, en fait? Une lecture de l'âme, tu fais? J'en sais rien, ce que je fais. C'est intuitif, en tout cas. Oui, voilà, mais moi, je me pose pas toutes ces questions, en fait. C'est pour notre auditeur, hein, j'essaie aussi. Oui. Voilà. Mais parce que je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est vrai que moi, je dirais, je me branche, comme beaucoup de gens disent, beaucoup de personnes disent ça. Je me branche, je demande, et puis je vois les informations qui m'arrivent. Donc les informations m'arrivent et je les transforme en mots, tout simplement. Des fois, elles arrivent sous forme de sensations. La plupart du temps, c'est comme ça. J'ai une sensation qui se transforme en mots, puis des fois, c'est des images.
Ça dépend des façons. Anne-Rose commence à vous parler de l'aspect thérapeutique de ce qu'elle fait, puisque tu reçois, on peut te consulter. Qui vient te consulter? Pourquoi? Et comment se passe une séance avec toi? Hein, on a commencé là avec ce qu'on dit la lecture d'âme, mais plutôt ce que tu ressens intuitivement de l'autre. Et voilà, au moins ça a rassuré tout le monde. Tu ne peux pas lire autre chose que ce que l'âme veut bien te communiquer. Hein, oui, mais moi je pense plutôt que je fais pas une lecture d'âme, mais plutôt une lecture de structure. C'est-à-dire comment la personne est structurée, comment elle s'est construite. Donc c'est plutôt ça qu'une lecture d'âme, maintenant que ça me vient. Une consultation, j'ai toutes sortes de personnes qui viennent, de toutes catégories sociales, j'ai envie de dire. C'est les personnes qui ont besoin et elles viennent avec la problématique qu'elles ont envie de regarder. Comme tout à l'heure, tu parlais du rejet ou de se sentir pas accepté par la vie ou pas aimé. On vient des fois te consulter, même s'ils ne savent pas que c'est ça la cause de leur mal-être, ce vide que tu as eu toi-même. Il y a plein de raisons, mais en général, c'est parce qu'à la base, il y a une souffrance. Mais ça peut être aussi un problème physique, aussi. Alors moi, je ne suis pas médecin, on est bien d'accord, hein, mais par contre, je peux aller voir les causes psychosomatiques. Donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même soigner le corps, hein, je tiens à le préciser. Mais par contre, je peux aller voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que raconte la structure? Parce qu'on le sait maintenant quand même que la plupart des maladies viennent du fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans notre structure. Donc du coup, je vais pouvoir regarder, je vais demander s'il y a des informations par rapport à ça. D'accord. Et ça passe d'abord par le verbe. Et donc à ce moment-là, là on parle d'effet. Toi, tu vas chercher la cause, la source de psychosomatique, tu disais. Et en général, tu arrives à la voir instantanément ou ça se passe en plusieurs séances? Comment? Ça dépend. En général, en une séance, la personne, pour ce qu'elle vient voir, en général, on va régler le problème cette fois-là. Il y a pas de raison. Non, en général, il y a pas forcément aussi que des causes psychosomatiques. Il peut aussi y avoir des causes ancestrales aussi. Hein, transgénérationnelles, on peut dire le mot. Ça arrive aussi, que ça soit des mémoires karmiques. Ça arrive aussi. Mais ça, quand c'est comme ça, on m'en donne, j'en reçois l'information. D'accord. Et ça se vérifie après, parce que par 2-3 questions, on va pouvoir vérifier si c'est la lignée, ça va vite se voir. Alors, je vous rassure, elle n'administre pas de piqûres, hein, on est d'accord, tu piques personne. Non, je pique personne, mais je chante. Et voilà. Et ça peut faire mal aux oreilles. Ah non, pas du tout, au contraire. Alors, c'est good vibe, comment on va dire dans la langue de Shakespeare. Tu chantes. C'est surprenant comme outil. Comment tu expliques cela? Comment le son peut soulager une souffrance, résoudre une problématique? Comment tu expliques ça? C'est encore une histoire de vibration. Tu élèves, tu réalignes. Comment ça fonctionne pour toi? Bien, quand on émet des sons, alors je parle de chants harmoniques, donc on va faire un son, et puis il va y avoir des harmoniques qui vont être dessus, et c'est les harmoniques qui vont créer un vortex, qui vont avoir des fréquences qui vont aller travailler dans nos cellules, dans nos organes, dans nos corps subtils. Ça, en fait, le son, il est intelligent, il n'y a pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire. Donc moi, je mets juste une intention d'harmonie. J'invite aussi la lumière, parce que je travaille beaucoup avec la lumière maintenant, parce que la lumière est de plus en plus présente sur Terre. Il y a quelques décennies, il n'y avait pas la lumière sur Terre, donc c'était pas aussi évident. Tandis que maintenant, on a un grand afflux de lumière, et la lumière plus le son, c'est vraiment impressionnant. Alors qu'on soit clair, hein, on parle pas de lumière en termes d'éclairage, comme c'est le cas dans le studio pour nous éclairer. C'est une lumière que tu perçois toi, ou que que la personne qui vient consulter ressent aussi par la suite. Comment tu la vois concrètement, cette lumière? Alors moi je la vois pas spécialement, ça m'est arrivé de la voir, mais je la ressens. Tu la ressens? Je la ressens, donc c'est la lumière qui vient de la source originelle, hein, tout simplement. On peut appeler ça la lumière divine, hein, ça dépend d'où on se place, c'est la même chose. Et en tous les cas, donc je vais chanter. La lumière va agir parce qu'il suffit de lui demander la lumière, elle fait, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est intelligente aussi, bien plus que nous. La lumière est donc une sorte de booster par rapport au son? Eh bien, les deux ensemble, disons que la lumière, elle est plus forte, entre guillemets, plus puissante que le son, mais elle n'a pas les harmoniques. Donc c'est pour ça, les harmoniques plus la lumière, ça fait deux outils très puissants qui vont aller faire ce qu'ils vont aller faire. Moi, ça m'émerveille de voir ce qui se passe. Moi, je me branche sur la personne et je chante.
Je laisse sortir ce qui vient. Je sais pas d'une seconde à l'autre ce qui va sortir. Et quand je vois ce qui se passe et quand les personnes voient ce qui se passe, moi, ça m'émerveille à chaque fois. Et ça m'émerveille à chaque fois. Pourtant, ça fait un moment que je le fais. Mais c'est tellement magique de se dire, il y a rien il y a pas de mental là-dedans. On laisse faire et ça se fait tout seul. Alors c'est important ce que tu dis parce que lorsque tu disais tout à l'heure que la lumière que tu arrives aujourd'hui à faire descendre pour justement t'aider en plus du son. Je vais juste préciser que je ne fais pas descendre la lumière, je n'ai pas, c'est pas de mon ressort. Alors vas-y, corrige-moi, tu fais bien de le dire. La lumière, alors on peut appeler ça le divin, la source originelle. Elle descend sur Terre depuis quelques années, depuis quelques décennies, pas depuis très longtemps. C'est là où je voulais en venir. Pourquoi elle descend maintenant? Pourquoi elle n'était pas là avant? D'après toi, même si on n'a pas tous, on peut avoir une espèce de début de réponse, d'interprétation. Finalement, quand on parlait de 2012, la fin d'un monde, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que les choses se sont accélérées depuis la fin d'un monde? Alors, je pense que la lumière descend depuis un peu plus longtemps que ça, depuis peut-être le début du 20e, hein, peut-être avant, un petit peu avant. Je ne sais pas trop la date exacte où ça a commencé. Mais ça, tu l'as ressenti, c'est quelque chose de concret. Maintenant, je le sens. Maintenant, je le sens. Et je sens aussi qu'elle est de plus en plus présente, de plus en plus forte, de plus en plus accessible. Ça, je le sens maintenant. À l'époque, je n'étais pas consciente, mais on a bien vu, si on regarde ce qui s'est passé, il y a 30, 40 ans, le bien-être, le massage, tout ça, connaissance de soi, développement personnel, c'était vraiment des choses qui étaient... Fallait pas en entendre parler, en effet. Déjà, on n'en parlait pas, et puis c'était vraiment, ça restait très confidentiel, on va dire ça. Et d'un coup, pourquoi ça s'est mis à fleurir à tous les coins de rue? C'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a un changement. Oui, voilà. Et ce changement, il est parce que on doit évoluer, tout simplement. Alors moi, je connais pas le secret des dieux. Oui, mais tu constates et tu t'en sers. Je constate, aussi. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir lu les enseignements. Il y a beaucoup d'avatars sur Terre en ce moment. Les avatars, c'est des incarnations divines, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de structure, tout est fusionné dans le centre. Donc en ce moment, on a la chance, il y en a beaucoup sur Terre. J'en ai rencontré 3, dont une que je suis régulièrement. Ça a été d'ailleurs vraiment une source de grands changements pour moi. Excuse-moi, mais quand tu parles d'avatar, ce sont des personnes bien incarnées comme nous. Oui, il y en a qui sont connus. Il y a Amma qui vient en France, elle est très connue. Amma, elle est passée à la télévision. Lelouch a fait un film avec elle, 1+1. Donc en France, elle est très connue. Moi, celle que je vais voir le plus souvent, elle s'appelle Mère Mira. Elle est basée en Allemagne, mais elle vient en France aussi une fois de temps en temps. Et elle explique dans son petit livre de questions-réponses que c'est son travail, c'est ce qu'elle est venue faire. Elle est venue faire descendre la lumière. C'est son travail principal. Et il y a beaucoup d'avatars qu'on ne connaît pas, parce que eux, ils n'ont pas des tâches à faire où on a besoin de savoir qui ils sont. Donc on peut les croiser dans la rue sans savoir qu'ils le sont. Mais ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre, quoi, pour le bien de l'humanité. Ils travaillent dans l'ombre pour la lumière. Voilà, c'est rigolo ça. Comment on peut te consulter? Alors, j'ai un site internet pour tout ce qui est de mes activités, les consultations, stages, les séjours, les ateliers, tout ce que j'organise. Donc, il s'appelle Le Cœur des Arbres. Et puis, dernièrement, j'ai commencé un blog qui s'appelle Divine Confidence. Alors, ce blog, c'est parce que, justement, j'ai décidé de travailler tous les jours avec la lumière, c'est-à-dire tous les jours, je demande à recevoir la lumière, donc ça s'appelle recevoir le darshan et le pranam. Et donc, du coup, je témoigne de mes expériences au quotidien. Voilà, tout simplement. Donc, on peut te suivre à travers ce blog-là, où là, on est plus dans... On rentre un peu dans ton intimité, là, puisque tu rentres plutôt dans la pratique quotidienne de ce que tu fais, et tu partages ça pour que les gens puissent te suivre. Eh bien, en fait, c'est pour témoigner. C'est pour témoigner et encourager les personnes, parce que c'est tellement extraordinaire de vivre ça, parce que en fait, c'est parti du fait que j'allais voir les avatars 2-3 fois par an. Et quand je suis revenue la dernière fois, j'y suis allée pour Noël, les vacances de Noël, quand je suis revenue, je me sentais frustrée, parce que quand tu es à côté d'un avatar, tu baignes dans l'amour. Donc t'as pas envie d'en sortir. Et je voulais plus être déconnectée de cet amour-là. Et comme par hasard, je lis dans le petit livre de Mère Mira, que je lis très très souvent, parce qu'il est très très simple, donc on a l'impression qu'on a tout lu, mais à chaque fois je redécouvre les choses, et je lis qu'elle donnait le darshan, qu'elle donnait sa lumière, où qu'on soit,
Il n'y avait aucune importance qu'on soit présent avec elle ou pas. Elle le donnait à distance de la même façon et qu'il suffisait d'être sincère dans sa demande et de faire le japa. Le japa, c'est répéter un des noms du divin. Donc, je me suis mis à faire ça avec sa photo pour voir ce qui se passait. En fait, moi, je l'ai fait comme je fais mes expériences. Je dis, c'est quelque chose d'automatique, un peu comme les mantras. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai demandé un mantra occidental parce que moi, les trucs indiens, j'y comprends rien, ça m'énerve. Donc, j'ai demandé un mantra occidental et j'en ai reçu un soir que je m'endormais. J'ai reçu une petite chanson, donc du coup, c'est agréable à chanter. Et j'ai dit, je vais tenter l'expérience pour voir ce qui se passe. Mais je m'attendais pas à ce qu'il se passe des choses aussi fortes. Et ça se passe aussi fort que quand je vais la voir. Alors c'est intéressant. Tu parlais tout à l'heure de relire ces enseignements et à chaque fois tu découvres d'autres choses. Donc il y a plusieurs sens, plusieurs strates à découvrir. Donc il faut lire et relire pour à chaque fois s'en inspirer. Oui, c'est parce que ça s'intègre. Et puis il y a des choses on est prêt à recevoir à un moment donné. Et puis quand on l'a intégré, eh bien du coup la fois d'après c'est autre chose. Et je l'ai lu déjà peut-être 10 ou 15 fois. Et à chaque fois, c'est un tout petit livre qui se lit, à la limite, on pourrait le lire presque en une journée. Mais à chaque fois, je suis scotchée de voir qu'il y a quelque chose que j'avais pas encore vu. Et en plus, que ça répond souvent à des questions du moment. Et donc, j'intègre tout ça. Moi, je me dis, quel est le meilleur exemple que de suivre un avatar? Oui. Et tu en fais profiter tout le monde à travers ton blog, du coup. J'essaye. Ouais. J'essaye. C'est surtout pour témoigner. Parce que j'ai vu que les personnes se découragent très vite et que les personnes ne croient pas que c'est possible pour elles. Mais je vois pas pourquoi ce serait possible pour moi et pas pour les autres. Moi, je me suis pas demandé si c'était possible ou pas. Je me suis dit, je vais faire l'expérience parce que j'aspire, mais vraiment, il y a une aspiration à vivre cet amour, à être rempli de cet amour tout le temps. Parce que quand on a connecté, ne serait-ce qu'une seule fois, cet amour... après, on sait qu'il existe, mais on a envie de toujours, qu'il soit toujours en permanence avec nous, parce que tous les problèmes autour n'ont plus d'importance. Ça n'empêche pas de bien vivre sa vie. Faut pas avoir peur de ça. Mais j'ai vu que les gens ont peur de ça, croient que c'est pas pour eux. C'est trop difficile. Qu'on rassure tout le monde, on n'est pas après, on ne devient pas perché. On est bien dans l'expérience terrestre, dans notre vie. Eh ben, je dirais que ce que ça apporte en plus, ça apporte d'apprécier l'expérience terrestre. C'est-à-dire que maintenant, j'apprécie tout ce que je fais d'une autre façon. Ma vie, elle n'a pas changé pour autant, sauf que je la vis plus dans beaucoup de jouissance de soi, beaucoup de jouissance, c'est beaucoup plus agréable. Moi, ce que je retiens, c'est de dire que j'ai l'impression, en tout cas, que tu vis les choses aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de relativité. Tu relativises beaucoup mieux les problèmes. Quand il y en a. Mieux. Mais il s'en présente encore des problèmes. J'ai encore plein de choses à nettoyer. Faut pas croire. Personne n'est parfait. Non, parce que de toute façon, elle le dit que quand on se réalise, on n'a plus besoin d'être sur Terre. Donc tant que je suis là, c'est qu'il y a du boulot. C'est vrai que j'ai demandé à la Mère Divine, puisque c'est une Mère Divine, Mère Mirage, je lui ai demandé de se servir de moi, si c'était possible, pour témoigner, transmettre ce que j'ai traversé. C'est vrai que j'aspire à aider. C'est vrai que j'aspire à aider ceux qui le souhaitent. Après, je sais pas comment elle veut ou pas se servir de moi. On verra bien. Mais j'ai encore des choses à traverser. J'ai encore des fois des émotions, j'ai encore des constructions. Mais par contre, je les vis plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que ça me met plus dans des états où je n'arrive plus à... Vous savez, quand on dit on est au fond du trou, quoi. Ça, je connais plus. Ah, les downs, les creux de vagues n'existent plus. T'es à flot et dans les montées, mais pas au fond. Et puis en plus, il suffit que j'invoque la lumière, très très rapidement, l'état change. Je l'ai vu il y a pas longtemps où j'ai contacté un état de colère. J'ai calculé que ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas contacté. Il y a pas longtemps, il y a une semaine. Mais j'étais dans un état, j'étais furieuse. Mais furieuse. Mais en même temps, c'était rigolo parce que j'étais furieuse et en même temps, je me regardais être furieuse. Alors, comme si c'était quelqu'un d'autre. Alors je disais, j'étais avec des gens en plus, je leur disais, regardez-moi bien, parce que c'est pas souvent que je suis en colère comme ça. Profitez-en, prenez la photo. Profitez-en. Mais je dis tout le temps à tout le monde, ne mettez pas un endroit où je suis pas, parce que des fois les personnes, elles veulent vous mettre sur un piédestal, ça me fait très très peur. Parce que je suis un humain tout à fait basique, de chez basique, comme tout un chacun. Tu ne dois pas être idéalisé, voilà. Voilà, et du coup, des fois les personnes, elles peuvent être déçues parce qu'elles voient à un moment donné qu'on peut être en colère ou des choses comme ça.
Et donc, je dis toujours, faites attention à ça. Je suis comme tout un chacun, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus... Alors, de manière honorifique, est-ce qu'on pourrait dire que Anne-Rose Clémençon est aujourd'hui une sage encore perfectible? Voilà, peut-être. Il y a beaucoup plus de sagesse. Je vais pas le nier. Je me sens beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, surtout, et puis beaucoup plus habitée. Habité par cet amour infini. Il m'habite, je le vois bien. Là, quand j'en parle, dès que j'en parle, je le vis à l'intérieur et je sens que ça bouge, ça me fait plein de choses. Donc, et on me renvoie souvent que les personnes le ressentent, bien sûr. Mais en même temps, je reste un humain et qui cherche toujours le chemin pour pas qui cherche à réaliser ma vraie nature pleinement. Alors, tu partages ton expérience à travers ton blog, à travers... rappelle-nous le premier site, là. Le cœur des arbres. Le cœur des arbres, effectivement. En plus, c'est facile à retenir. Pour conclure, j'aimerais juste dire que pour les personnes qui nous regardent, ils ont envie eux-mêmes aussi, je pense, je suppose, et j'en suis même persuadé, de dire, OK, donc, elle communique avec les arbres, avec les plantes, avec les fleurs, avec les animaux, avec le vivant dans son ensemble. Et en plus, tu consultes, tu soulages les souffrances des personnes. Est-ce que tu organises des séminaires et des formations? Oui, je fais des ateliers. Et puis l'été, je fais des séjours de 2 jours. Je fais un petit peu de tout. Tout ce que j'ai pu traverser, je le transmets. Et voilà. Que ce soit clair, que ce soit clairement dit, tout le monde peut apprendre. Oui, alors c'est pas une question d'apprentissage parce que tout le monde peut communiquer. On n'a pas besoin d'apprendre à communiquer. Moi, j'aime bien préciser ça. Simplement, ce que j'ai vu, c'est que les personnes, elles savent pas comment s'y prendre. Donc, du coup, ce que je transmets, c'est pour ça que plutôt je fais des ateliers de 3 heures où je vais donner des bases et du coup, les personnes après, elles peuvent aller faire elles sont autonomes, elles peuvent aller faire leur expérience. Et puis surtout, pendant cet atelier, ce que je vais faire, c'est faire sauter dans la structure les croyances conscientes et inconscientes qui empêchent de communiquer. Du coup, ce sera beaucoup plus facile. Et puis après, bien entendu, il y en a toujours qui veulent revenir, qui viennent à plusieurs ateliers parce que je fais jamais la même chose. Oui, je fais jamais la même chose, mais en même temps, moi, personne m'a appris. Donc ça s'est fait. Tu transmets de ce que tu as expérimenté toi. Bah oui, je fais. C'est ta méthode à toi. Bah oui, parce que je fais un petit peu comme ça s'est passé pour moi et j'utilise beaucoup le chant parce que c'est le chant qui m'a aidé à communiquer dans un premier temps avec les arbres. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai plus besoin du chant pour communiquer avec les arbres, mais au début, c'est le chant qui m'a fait vivre une expérience, et c'est de cette expérience-là que tout est parti, en fait. Donc, lorsque tu crées ces ateliers, lorsque tu organises ces ateliers d'initiation, en fait, d'ateliers qui donnent les bases pour pouvoir communiquer avec... Bon, en fait, on parle des arbres, mais là, tu donnes... C'est des fois avec les pierres ou avec les fleurs, je fais avec... D'accord. Oui. Alors, juste quelque chose de très, très particulier, parce que les pierres, c'est la première fois que j'entends ça quand même, le fait de communiquer avec le minéral. On a vu depuis le début de cette émission ce que le vivant a à nous dire. Fleurs, arbres, mais le minéral, c'est quand même particulier. Le minéral, il communique déjà avec vous sans que vous le sachiez. En fait, quand on... C'est pas pourquoi on se promène sur un chemin, on donne un coup de pied dans une pierre, ou on prend une pierre, on la met dans sa poche, on dit on a envie de l'emmener. Mais en fait, c'est la pierre qui vous a appelé. Parce que la pierre, pour bouger, comment elle fait ? Elle n'a pas d'autre moyen. Bah oui. Donc elle se sert de nous. On se rend pas compte, mais on est toujours en train d'échanger de l'information avec tout. Mais avec les objets aussi. Moi, je communique avec ma voiture. Alors, il y a pas longtemps que j'ose en parler. Ah bah, tu peux y aller. Ça intéresse beaucoup de monde, ça. Bah, on a tous une voiture, donc... Oui, mais il y a des objets comme ça que je communique avec eux. Je vais donner un exemple. J'avais un appareil photo que j'aimais bien. Un jour, je vais en montagne, je fais des super photos. Et quand j'arrive à la voiture, plus d'appareil photo. J'avais dû le perdre en route. J'ai refait une partie du chemin, mais enfin, j'avais fait 5 heures de marche. Alors, j'ai pas refait les 5 heures de marche et je l'ai pas retrouvé. Donc, j'ai un ami photographe. Quand je lui ai dit ça, il pouvait pas supporter l'idée que j'ai pas d'appareil photo. Il m'a offert un petit appareil photo. Sauf qu'il n'y avait pas de mode d'emploi avec. Donc cet appareil, il m'énervait. Et j'étais tout le temps en train de lui dire qu'il était nul, machin, et tout ça. Et plus je lui disais qu'il m'énervait, qu'il était nul, moins il marchait. Et bien un jour, j'ai pris conscience, parce que c'est à un moment donné que j'ai pris conscience que je pouvais communiquer avec les objets aussi, ben je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit pardon, je lui ai dit c'est moi qui savais pas, etc. Et ben depuis, j'ai plus de soucis avec mon appareil.
arrêtez de procrastiner après les appareils. Vous avez entendu ce témoignage réel et direct avec Anne-Rose Clémençon. Donc, tu confirmes par ton expérience que, voilà, on va dire, être gentil et un peu plus sympa avec nos objets permet, vont mieux fonctionner, tout simplement. Mais avec tout. Voilà, après un objet, c'est vrai que s'il marche plus, on peut le remercier. Moi, je remercie. Je dis, je te remercie, mais je peux plus te garder. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir te recycler, repartir à autre chose, parce que de toute façon, tout le monde a besoin d'évoluer. C'est vrai. Tout a besoin d'évoluer. Y compris les objets. Tout. Alors, est-ce que tu as un dernier message? On peut retrouver donc Le Cœur des Arbres, j'ai retenu cette fois le site. Et ton blog, comment s'appelle-t-il? Divine Confidence, avec un S. Divine Confidence, on mettra l'adresse donc. Et puis toujours le chant harmonique avec Planétaire, que tu organises un soir par mois, c'est cela. Hein. Donc, à la limite, on peut venir lors d'un séminaire ou d'un atelier pour avoir les bases justement de la communication avec le vivant. Et puis, booster le tout avec les chants harmoniques à Planétaire. On peut dire ça comme ça. On peut faire comme ça. Si ça attire, c'est important que ça résonne. Oui, c'est vrai, de raisonner. Donc, voilà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir présenté ces recueils, pour l'instant au nombre de 3. Il y en aura peut-être plus d'autres. Est-ce que c'est au programme ou tu penses que ça s'arrêtera là? Je ne sais pas. Ce seront les arbres qui décideront. Voilà, j'ai beaucoup de messages de fleurs, donc... Ce qu'il y a, c'est que c'est tout sur un petit carnet, il faut tout que je tape. Même si je tape très bien, c'est du travail aussi. Donc, je ne sais pas si je dois le faire, pas le faire. Je verrai ce qui vient. Voilà, vous avez tout le nécessaire pour communiquer avec Anne-Rose Clémençon. En attendant de communiquer vous aussi, un jour peut-être, si vous le souhaitez, avec le vivant, les arbres, les plantes, les fleurs et même les objets. On vient de le voir tout à l'heure. En tout cas, merci Anne-Rose Clémençon pour cet entretien, d'avoir passé ce moment très agréable avec moi. Et je te dis à certainement une prochaine fois. Merci à vous. Bonjour.